La Réunion, où nous sommes donc ce soir pour cette émission exceptionnelle des Racines et des Ailes. Après le Piton Maïdo, qui est l'un des points les plus hauts de la Réunion, après le conservatoire botanique de Mascarin, qui lui est situé sur la côte ouest, nous voici à présent à Saint-Denis, dans le nord de l'île. Nous sommes dans l'ancien palais des gouverneurs qui domine la rade de Saint-Denis. Ce superbe bâtiment abrite aujourd'hui la préfecture. C'est l'un des plus beaux témoignages du patrimoine architectural réunionnais. Son histoire est d'ailleurs très intéressante. C'est vers 1730 que cet entrepôt inachevé de la Compagnie des Indes est totalement transformé. À l'origine de ce changement d'affectation, de ce changement de style, un homme qui a profondément marqué l'histoire de l'île, le gouverneur général des Mascareignes, Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais. Mahé de la Bourdonnais, à qui d'ailleurs une statue de bronze rend hommage sur l'ancienne place d'Armes, juste à côté de l'hôtel du gouvernement. Ce bâtiment de style colonial, maintes fois restauré, réaménagé au fil des siècles, était donc la résidence officielle des gouverneurs de l'île Bourbon. Un bâtiment qui s'est inspiré de l'architecture des forts de Vauban, mais aussi de l'architecture des hôtels parisiens du XVIIe siècle. Et cette vocation de prestige, de raffinement, va d'ailleurs encore davantage s'affirmer au XIXe siècle avec la création, ici, au premier étage, de cette galerie couverte d'où l'on peut accéder aux appartements, accéder aussi aux salles de réception. C'est là, à l'époque de la Compagnie des Indes, que se trouvait le bureau du gouverneur. Alors au début de cette émission, nous vous avons présenté l'extraordinaire patrimoine naturel de la Réunion à travers son parc national. Eh bien, à présent, comme je vous l'avais d'ailleurs promis, vous allez découvrir le lieu sans doute le plus célèbre de l'île, le Piton de la Fournaise. Ce volcan est l'un des plus actifs de la planète et pour le plus grand bonheur des passionnés de volcanologie, il entre régulièrement en éruption. Les Réunionnais sont donc fascinés, attirés par celui qui a façonné et qui façonne toujours le paysage de leur île. Une île dont la beauté en fin de journée prend encore une dimension supplémentaire. C'est bien sûr le moment où l'on peut admirer le coucher de soleil. Le soleil qui dans quelques instants va plonger dans l'océan Indien. Voici un volcan sous surveillance, un reportage signé Hervé Ardouin et Christophe Monteil. Le paysage est insolite. Un décor lunaire aux couleurs saisissantes. Son nom, la plaine des Sables, l'unique accès au volcan. Le Piton de la Fournaise, en voilà un qui porte bien son nom. Un voisin hyperactif, sous surveillance 24 heures sur 24. Je vais aller là-bas et je vais me représenter face alors. Ce matin-là, justement, opération spéciale sur le flanc est du volcan. Suspendu dans les airs, 500 kilos de matériel. Pour le réceptionner, une équipe de l'Observatoire du volcan. Des scientifiques dont la mission est claire, anticiper le moindre réveil du Piton. En rouge, c'est Thomas Taudacher, le directeur. Pour lui et son équipe, pas de temps à perdre. Attention tes doigts, Guillaume. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. La météo peut changer à tout moment. Sous la bâche, du matériel de surveillance électronique. Le dernier cri, en provenance de la métropole. Ici, on va installer une station sismique. Ça, c'est pour détecter, enregistrer après à l'observatoire les petits tremblements de terre ou gros tremblements de terre qui existent ici, qui peuvent nous annoncer une éruption, par exemple. Au total, il y a 25 machines de ce type sur le volcan. Des appareils de mesure continuellement à l'écoute. Car le moindre mouvement du Piton de la Fournaise doit être repéré. Lors d'une éruption, la lave issue de la chambre magmatique remonte vers le cratère principal. Le volcan se bombe, il bouge.
Le volcan, il gonfle. Il gonfle parce que la chambre magmatique gonfle, ça se transmet jusqu'à la surface et c'est vraiment le volcan qui commence à gonfler. Et ça se mesure, on peut le voir? Et ça se mesure, oui, ça peut pas se voir à l'œil, mais ça se mesure avec le GPS, avec des inclinomètres qui mesurent l'inclinaison des pentes et on les voit avec la sismicité. Et c'est ça qui vous permet d'anticiper une éruption? Ça c'est le moment où on dit une éruption est probable dans 1 heure, 2 heures, avec très grande probabilité. Ces images ont été tournées en avril 2007. De mémoire de Réunionnais, l'une des plus grosses éruptions jamais vécues sur l'île. L'observatoire a pu heureusement l'anticiper. Imaginez, la température dépassait les 1200 degrés. La lave a été chronométrée à plus de 60 km/h. Sa course folle n'a rien épargné jusqu'à la côte. En 2007, l'île de la Réunion a gagné plus de 30 hectares sur l'océan Indien. Insatiable piton de la Fournaise. Il occupe déjà les 2/5 de l'île, près de 1000 km². Un mastodonte. Le piton culmine à 2600 mètres d'altitude. Le piton de la Fournaise, c'est probablement le volcan avec le plus d'éruptions par an dans le monde. Ça veut dire, par exemple, entre 1998 et 2007, en 10 ans, il a produit 25 éruptions différentes. Et si on fait une moyenne sur 100 ans ou 200 ans, on arrive à une éruption tous les 9 mois. C'est énorme. Ça, c'est énorme, oui, on va ça nulle part ailleurs. Au sommet du piton, voici le Dolomieu. 1 km de diamètre. 340 mètres de profondeur, c'est le cratère principal. Mais sur la Fournaise, le danger peut venir de partout. Voilà, tous ces petits cratères, ce sont les éruptions qui n'ont pas eu lieu au sommet, mais sur le flanc du volcan. Voilà, là on voit de petits cônes. Ça c'est un cône de 2003 par exemple. Chaque fois c'était une éruption différente. Et chaque fois, c'est une histoire différente. Chaque fois, c'est une histoire. Bon, il y a des éruptions qui se répètent, mais bon, c'est jamais exactement la même chose. À chaque éruption, son histoire donc. Elle peut parfois mal tourner. Jean-Louis Etienne en sait quelque chose. Il a toujours habité dans la région du volcan, lui et sa famille. On m'a amené ici, grandi ici. Ça fait beaucoup d'années qu'on est ici. J'ai toute ma famille, mes cousins, cousines, même mes tontons auparavant y habitaient ici. Mon grand-père, tout ça sont décédés, mais enfin, c'est les racines qu'on a laissées. Pourtant, Jean-Louis Etienne a encore en mémoire ce jour de mars 1986. Là où il gare son bus, se dressait la maison de son enfance, construite par son père. Détruite en quelques secondes, comme tout le quartier aux alentours. Les scientifiques appellent cela une éruption hors enclos. La lave, issue du piton de la Fournaise, sort de sa route habituelle. Elle emprunte des chemins détournés. Le phénomène est rare, le scénario imprévisible. Et lorsqu'il se produit, les dégâts sont considérables. Trois, quatre, il y avait 7 maisons qui étaient cramées, et puis là-bas, il y avait une maison. Donc une autre là-bas, la maison de mon oncle aussi là-bas. Et bien, avec la maison de mon père, il y avait 6 ou 7 maisons en tout, qui étaient cramées. On n'a rien pu faire. Non, on n'a plus rien.
Ben, on était évacués par les gendarmes et on est parti le plus rapidement possible. Vous aviez peur? Ah oui, oui. Ben, on a pris un peu les camions de l'armée, on est arrivé, prendre les bagages et les meubles, un peu de meubles, ça on a pu tirer, et puis les linges, ainsi de suite. Et puis on est parti. En 1997, 10 ans après l'éruption, Jean-Louis est revenu vivre dans son quartier. Il a construit cette maison qu'il a même décidé d'agrandir. Non loin de là, l'arrêt de bus fait figure de relique, sans traumatisme apparent. Pourtant, en 2007, les habitants ont failli de nouveau être évacués. Pourquoi rester ici? Ah ben parce que j'aime bien ici dans mon coin. C'est bien ici, tranquille, tranquillité totale. Même avec un volcan menaçant? Oui, s'il faut un jour qui recoule, on va repartir, mais non, on y est si la case n'est pas cramée. Le piton de la Fournaise s'appréhende comme un livre ouvert. Son histoire s'affiche sur les flancs du volcan, avec ses cicatrices, plus ou moins visibles. En clair, les coulées les plus anciennes, en foncé, les plus récentes. Cette trouée spectaculaire est celle de 2007, la coulée du siècle. Aujourd'hui encore, rares sont ceux qui s'y aventurent. Seuls quelques passionnés ont prudemment réinvesti les lieux. Alain Bertil fait partie de ceux-là. Ce professeur de lettres a vécu sa première éruption à l'âge de 4 ans. Depuis, il n'a manqué aucune coulée. En 2007, Alain Bertil était l'un des premiers sur place. Voilà, on est arrivé. On est à 600 mètres d'altitude et c'est de là que tout est parti en 2007. Première étape du périple, le sommet du cratère. L'endroit est accessible depuis peu. Au départ, c'était donc une petite faille, mais ensuite, en prenant de l'intensité, l'éruption a formé un cratère. Et les projections étaient tellement importantes que ça dépassait et ça arrivait jusqu'au sommet donc, de la paroi. On peut trouver encore actuellement au sommet donc, des petits lambeaux de lave de cette éruption. L'éruption a duré combien de temps? Elle a duré 1 mois et elle s'est étalée sur 1,5 km de large à peu près. Et à certains endroits, elle a une épaisseur qui varie entre 45 mètres et 60 mètres. D'après les calculs des scientifiques, il y a eu 135 millions de mètres cubes d'émissions de lave. Ça équivaut à l'ensemble des éruptions du XXe siècle. Auparavant, une forêt primaire impénétrable courait d'ici jusqu'à la mer. La lave a tout recouvert, créant un nouveau décor cataclysmique. À l'image de ces ornithos, des cratères secondaires formés sous la pression tellurique. Un terrain d'exploration sans fin pour Alain Bertil. Donc, voilà un ornitho dans lequel on rêve de descendre, mais c'est encore vraiment trop chaud pour l'instant. Il faudra attendre encore peut-être plusieurs années. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ce qui me plaît ici, c'est la puissance des lieux, en quelque sorte, la force tellurique qui se dégage de cet endroit. Parce que c'est vrai, c'est beau, mais c'est pas essentiellement ce qui nous attire ici. Il y a les couleurs, il y a les laves, c'est très joli, mais il y a comme une sorte de fascination qui fait qu'on revient toujours vers les éruptions. Je dirais que c'est un peu comme un insecte qui voit la lumière et qui se dirige vers la lumière. Nous, quand on voit des éruptions, bien, on a envie d'aller les voir. Et ici, je dois dire que je me sens bien. Ouais. Comme chez vous? Mieux que chez moi. C'est pour ça, de temps en temps, il faut venir se ressourcer et retrouver les choses que j'estime essentielles. Alain Bertil dispose d'une autorisation spéciale pour arpenter la coulée. Elle est interdite au public, car le danger est partout. Est-ce qu'on est en sécurité là où vous marchez?
on est en sécurité toute relative parce que la lave sur laquelle on marche est une structure de surface qui est très fragile. C'est un peu comme un soufflet et ça peut s'effondrer justement sous nos pieds. Et donc, quand c'est des petits effondrements comme ça, on va dire que c'est pas trop grave encore, mais il peut y avoir des effondrements plus importants. Et on sait que la lave est encore extrêmement chaude en dessous. Et donc, il y a des risques de brûlure très graves, quoi. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis en train de constater que ce trou dégage une chaleur très importante. Ça fait quelques secondes que j'ai mis le bois et tout de suite il flambe, quoi. Quelle température en dessous là? Ben, c'est à peu près à 800 degrés d'après les scientifiques qui ont fait des mesures avec une caméra thermique. Voilà, en tout cas ça montre que non seulement les effondrements sont dangereux, mais il y a aussi des risques de brûlure irrémédiables. Juste en dessous de nos pieds, c'est à peine à 15 cm de profondeur. Et il suffit d'une bonne averse sur la coulée pour que le phénomène se matérialise encore un peu plus. Le volcan est un voisin tumultueux qu'il ne faut jamais sous-estimer. Le piton de la Fournaise fascine autant qu'il façonne la Réunion. Un paysage sans cesse modifié qui fait la renommée de l'île. Il réserve aussi de belles surprises aux amateurs du genre.